fais partie d'une économie de l'édition où les critères que je vais utiliser en fait sont obligatoirement du côté du coup de foudre en fait. Voilà, c'est même un des critères principaux puisque je n'ai pas la possibilité de produire massivement. Donc quand on est tout petit micro-éditeur et qu'on publie peut-être 4 ou 5 titres par an, on les choisit vraiment avec parcimonie. Lorsque j'ai pensé à faire de l'exil une partie de ma ligne éditoriale, en fait c'est parce que j'en avais assez qu'on nous présente notamment la migration de manière négative. C'est quelque chose qui me touche beaucoup personnellement. Pour moi, l'exil, je le conçois au sens le plus large possible. C'est-à-dire que c'est une posture artistique. C'est pas simplement une posture qui serait sociologique, politique. On nous parle de migration, on nous parle de flux, on nous parle de chiffres, on nous parle de statistiques. Je pense que le mot exil va beaucoup plus loin que ça. Et porteur aussi de toute l'histoire de la littérature, de Ulysse en passant par Joyce, on a toujours parlé du mouvement. De ce point de vue, moi je suis très rousseauiste, c'est-à-dire que j'estime que voilà, Rousseau disait que les êtres humains n'étaient pas faits pour être plantés comme un arbre au même endroit. Je pense que c'est tout à fait juste, nous sommes faits pour bouger. Et l'exil peut être une véritable posture artistique. Prenez par exemple des écrivains comme Nabokov, qui ont fait de l'exil quelque chose de magnifique au plan littéraire, qui ont été bouger les langues dans lesquelles ils arrivaient. On est au cœur de la création en fait quand on parle d'exil. Et ça, pour moi, c'est très positif au contraire. Ouais. Qu'est-ce qu'on crée quand on bouge ? Anonyme, dans ce sens-là, est absolument exemplaire. Je pense que c'est un livre qui parle beaucoup de nous, de ce qui nous arrive. On sait que ça parle de nous. Je pense que des jeunes peuvent être très concernés par ce qui se dit réellement dans ce livre, au-delà de l'aspect un petit peu absurde et amusant. L'homme était là, les mains au fond des poches de son survêtement, la quarantaine, taille moyenne, visage mou. Une amorce de ventre, des cheveux châtains qui se clairsemaient au sommet du crâne. Il se tenait sur le seuil de la maison, impassible. Il attendait tout simplement mon arrivée. Un léger sourire flotta sur ses lèvres lorsqu'il me vit sortir les clés de mon pardessus. Je me dirigeais droit vers la porte d'entrée. Il ne fit pas mine de s'écarter. Il hocha juste la tête en guise de salut. L'espace de quelques secondes, et nous fîmes face. Il se dandinait d'un pied sur l'autre, comme s'il hésitait à me demander quelque chose. J'en aurais conclu à une forme d'embarras de sa part, voire de timidité, si son regard n'avait été aussi assuré. Je me décidai à briser le silence. « Je peux vous aider ? » ?»« Je ne sais pas. »« Nous nous connaissons ? » ?»« Pas vraiment. »« Dans ce cas, pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites devant chez moi ? » ?»« Je vous attendais. »« Je le vois bien. Au risque de me répéter, en quoi puis-je vous être utile ? » ?»« En fait, c'est moi qui suis venu vous aider. » »« Je ne me souviens pas d'avoir fait appel à qui que ce soit. Pourtant, je suis là. » »« Eh bien, je vous en remercie. Maintenant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais regagner mon domicile. J'allais vous le proposer. » L'homme ne bougea pas d'un millimètre. Il continuait de bloquer le passage. Je le dévisageais sans un mot. Il me dit, sur le ton de l'évidence, « C'est 1 euro. » Je pensais avoir mal entendu. « Je vous demande pardon ? Pour rentrer chez vous, c'est 1 euro. » Son attitude, les mains au fond des poches et les 2 pieds bien campés sur le sol, témoignait d'une ferme résolution. Son visage était affable. On ne lisait aucune agressivité dans ses yeux noisettes, mais il me priait de prendre acte de ce constat irréfutable. Je devais m'acquitter d'1 euro pour rentrer chez moi. Ça fait partie, bien évidemment, des façons d'écrire. Vous aurez des gens qui vont être du côté de l'école de Molière, si je le résume comme ça. C'est-à-dire que pour dénoncer un certain nombre de choses, ils vont chercher à vous faire rire. Et puis d'autres qui vont considérer au contraire qu'il ne faut surtout pas faire rire, et que lorsqu'on veut dénoncer quelque chose, il faut au contraire le décrire de façon très précise. Et Luc fait partie des auteurs qui détestent le pathétique. Il est plutôt à penser, je ne veux pas m'avancer non plus entièrement pour lui, mais que des choses graves peuvent être décrites avec légèreté. Et c'est justement parce qu'on les décrit avec légèreté qu'on va faire passer un certain nombre de messages. On me dit toujours que l'édition, ça consiste à éditer, à publier du texte.
Donc c'est un contenu, a priori, plutôt intellectuel, dit-on. C'est ma façon d'envisager effectivement mon travail, cette manière de donner du plus à un texte, de le valoriser, c'est d'associer effectivement un contenu, un savoir-faire technique avec une dimension artistique. Voilà, j'avais ça en tête et je ne m'en départis pas, même après 6 ans d'activité, je continue à croire que c'est bien de faire ça. Je me suis posé la question pendant 3 ans, comment est-ce qu'on édite de la poésie? Et il se trouve que je suis tombée sur des papiers très singuliers qui sont des papiers à ensemencer, c'est-à-dire des papiers dans lesquels il y a des graines. Et donc, si on plante ces papiers dans la terre, il va pousser des myosotis, des coquelicots, des carottes, des salades. Là, on peut aller jusqu'au bout de la poésie en faisant pousser des mots.